je vous propose de commencer. Alors, c'est un privilège vraiment pour moi de vous accueillir à ce webinaire. Je suis très conscient que l'on va toucher à des questions qui sont… on va aborder des questions intéressantes, mais on ne va pas les aborder de la manière classique. Alors, ça va susciter forcément un certain nombre de débats. La présentation que je ferai de notre ami, c'est qu'il est docteur en sciences. Il dirige actuellement le centre de recherche en spectrométrie de masse de l'école d'ingénierie électrique, électronique et informatique de l'Université de Liverpool. Il a publié plus de 340 articles dans la littérature scientifique dite à accès ouvert. Il détient 9 brevets. Il est le fondateur et directeur d'une institution fille de l'Université de Liverpool. Donc, quand nous écoutons Steve, le professeur Taylor, nous écoutons non seulement un homme qui a une conception liée à sa foi, mais aussi un homme de science qui enseigne à l'université, qui conduit encore des thèses. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'on a pour la première fois discuté ensemble des points qui nous conduisent à cette conférence. Ça fait quelques années, hein, Steve, que l'on parle ensemble de ça. On a même fait des podcasts ensemble. Oui, on a fait des podcasts sur Toute pour sa gloire, que j'aime beaucoup, ce podcast, ce site, alors que Florent a lancé. Et alors, ce qui était bien, c'est qu'il m'annonçait à ce moment-là qu'il dirigeait des thèses de doctorat sur des questions de datation des fossiles et il n'était pas autorisé encore à donner les résultats de ses recherches. Mais aujourd'hui, vous êtes privilégié parce que vous allez avoir le résultat de ces recherches. Alors, je suis très conscient donc que l'on parle de manière très différente que ce que vous entendrez sur France Info. La datation traditionnelle des dinosaures est établie sans ambiguïté pour la science actuelle. La science évoque leur apparition il y a 225 millions d'années, 250 selon Wikipédia, donc il y a une petite variation de 25 millions d'années que l'on peut rattraper ici et là, selon que l'on consulte Universalis ou Wikipédia, et leur disparition il y a 66 millions d'années. Sauf que voilà, ces chiffres sont un peu problématiques par rapport à ceux qui s'attachent à l'écriture, avec notamment ce que nous en dit Genèse. Alors comment comprendre cela quand on est scientifique et croyant? Est-ce qu'il y a un moyen de réfléchir autrement? Il y a un paradigme qui a été accepté, il n'est pratiquement pas discuté, et quand on le discute, on apparaît un peu comme un lunatique étrange et bizarre et certainement un naïf. Et donc, je suis conscient de cela. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et vous avez le droit aussi de poser des questions contradictoires. La seule chose qu'on vous demande, c'est de le faire avec respect. On va rester poli. C'est un privilège de pouvoir discuter. Et puis, on va essayer de rester sur des faits qui vont être énoncés. Et puis, avec ça, ça permet de se faire une idée. Alors, il y aura 40 minutes de conférence et 40 minutes de questions-réponses, un peu à la louche. On verra comment ça se situe, ça dépend un peu du déroulement et voilà. Donc, vous avez une question pendant l'ensemble de la conférence, plutôt que d'interrompre l'orateur, vous n'hésitez pas à utiliser la boîte Q&A pour vous cliquer dessus, vous posez votre question. Elle sera ou non sélectionnée, il y a un travail de modération, mais on essaiera d'en sélectionner au maximum de manière à pouvoir les traiter ensuite. Mais on vous demande de le faire par écrit, on ne peut pas le faire oralement. Steve fait un effort déjà formidable et remarquable, il parle le français, il abordera cette question en français, mais pour les questions, c'est le moment un peu où il a besoin d'être précis, donc il a besoin que les questions soient formulées par écrit, ce sera plus facile. J'ajoute qu'on aurait aimé pouvoir le faire en présentiel, mais finalement, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de personnes venant d'autres environnements. Donc, en tout cas, un immense merci, Steve, d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Merci de m'écouter ce soir, parler en français. Je ferai de mon mieux de parler la langue de Molière comme il faut, mais excusez-moi les fautes de grammaire, de prononciation et tout cela. Je ferai de mon mieux. Et alors, nous allons considérer ce soir un sujet qui est assez intéressant, fossiles, dinosaures et le déluge. Et pour vous, ce soir, je vais vous donner voilà. Le plan ce soir, c'est à l'introduction, je vais
faire une introduction de notre labo à Liverpool, l'Université de Liverpool. Je vais demander la question, pourquoi est-ce importante, cette question, dinosaures, la Bible et tout cela? Je vais mettre devant vous une controverse entre le point de vue biblique et la pensée du monde scientifique séculaire moderne. Et nous allons considérer les preuves scientifiques ce soir qui ne va pas avec le point de vue scientifique moderne, c'est-à-dire qui ne va pas tout à fait avec le point de vue scientifique moderne, c'est-à-dire les tissus mous qui sont trouvés partout aux os non fossilisés des dinosaures, même l'ADN et les autres protéines fragiles, et le carbone 14. Ils ont été tous trouvés dans les os de dinosaures. Je vais mettre devant vous ce soir les preuves scientifiques de cela. Et alors la question arrive, les fossiles, comment expliquer les fossiles? Et nous allons considérer en conclusion les dragons et les dinosaures dans l'histoire. Et alors quelques conclusions, et après ça, voilà, c'est à vous pour les questions et les réponses, espérons. Voilà notre groupe de recherche en spectrométrie de masse, SM, à l'Université de Liverpool. C'est un groupe de recherche que je dirige actuellement. Nous avons deux personnels, c'est-à-dire les profs, par exemple moi et un autre collègue qui dirige. Nous avons 5 postdocs, chercheurs, à peu près 10 candidats qui font le doctorat avec nous. Pendant les derniers 20 ans, on a lancé 3 spin-out, les compagnies qui sont spin-out de notre groupe de recherche. Et entre 2005 et 2020, on a publié plus que 20 publications, journaux aux techniques peer-reviewed, les articles dans la littérature scientifique. Nos projets actuels, nous développons le transportable, une spectrométrie de masse pour transportable. Voilà le valise ici. C'est 20 kilos, un peu plus moins que 20 kilos. Alors, c'est comme une valise qu'on porte sur un avion EasyJet. Voilà les résultats avec un gaz calibrant, PTFBA. Et alors, quelques applications. Il y a une application dans l'usage médical, la sécurité pour la détection de drogue, personnes cachées, explosives et les autres difficultés comme ça. Et aussi récemment, c'est-à-dire les derniers 6 ans, en archéologie et paléontologie. Voilà notre groupe. Nous avons une collaboration académique avec l'Université de North Texas, Université Texas Southwestern, Université de Purdue, Amsterdam, Marseille. J'ai des collègues en Marseille, Bristol, Université de Bristol et Suzhou en Chine. Voilà nos collaborateurs. Ça, c'est notre groupe. Maintenant, on passe à la Bible. Je suis chrétien. Je dis ça sans honte. Je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien. Ma confiance est en Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je me suis devenu chrétien à l'âge de 16 ans. J'avais un arrière-plan pendant toute ma vie scientifique. Et pour moi, au commencement de ma vie chrétienne, il y avait une lutte entre ce que disait la Bible et ce que disait la science. Alors, ces questions m'ont intéressé pour longtemps. Et il y a un vrai conflit entre ce que dit la Bible et ce que dit la science moderne. Par exemple, la première page de la Bible, le livre de Genèse, décrit une création du monde, de l'univers, en 6 jours, à partir de rien. C'est seulement Dieu qui peut créer à partir de rien. Alors, obligatoirement, c'est un miracle. Le premier verset, la première page de la Bible, on doit faire face à une création miraculeuse.
Alors, 6 jours, ça aussi, ça gêne quelques chrétiens. Mais est-ce que je peux vous demander une question? Si Dieu, il est tout-puissant, il peut faire ce qu'il veut. S'il est tout-puissant, il peut créer en 6 millions d'années, 6 000 ans, 600 ans, 6 secondes. S'il est tout-puissant, il peut créer en 6 millisecondes, n'est-ce pas? S'il est tout-puissant. Où on a le problème avec 6 jours? Alors, s'il est tout-puissant, il peut choisir n'importe quelle période pour faire sa création. Il a dit en Genèse chapitre 1, je l'ai fait en 6 jours. Ça ne me pose pas de problème si Dieu est tout-puissant. Si tu ne penses pas que Dieu ne peut pas le faire, alors ton Dieu n'est pas tout-puissant. Le mien, il est tout-puissant. Et aussi dans ce qui nous donne la moralité, la base de notre moralité européenne, les 10 commandements, au milieu des 10 commandements, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est la seule partie de la Bible qui a été écrite de la main de Dieu pour souligner la fête miraculeuse de la création. Voilà ce que dit la Bible. La Bible parle aussi d'une terre récemment jeune. Ce n'est pas à dire qu'il y avait 6 jours et alors 4,5 milliards d'années après les 6 jours. Non. La Bible nous montre qu'il y a, au travers de ces chronologies, chapitres 5 et 11 de Genèse, ça parle d'une terre créée il y a des milliers d'années et non des milliards d'années. On ne trouve pas le mot milliard dans la Bible. Mais tu dis peut-être, c'est l'Ancien Testament, Steve. Nous sommes des croyants, nous croyons sur le Nouveau Testament, nous. Okay? Si on tourne la page vers le Nouveau Testament, tu peux voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit au commencement de la création. Dieu fit l'homme et la femme, c'est-à-dire ne sont pas des milliards d'années après le commencement, selon Jésus-Christ, qui est le fondateur, la personnalité principe dans la foi chrétienne, soit catholique, soit évangélique comme je suis, soit orthodoxe. C'est la religion de Jésus-Christ. Il a dit au commencement de la création, Dieu fit homme et la femme. C'est évident que Jésus, il a cru, il croyait, et il a cru Genèse comme est écrit. L'apôtre Paul et des autres apôtres, ils nous ont enseigné de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. C'est-à-dire, il n'a pas fallu des millions d'années de mort, de sang versé et d'évolution pour nous amener à la situation actuelle. OK, voilà l'enseignement de la Bible. Nous passons maintenant à la science moderne, séculaire. Et que dit la science moderne? Voilà devant vous, sur mon écran, il y a la colonne géologique des fossiles, à peu près 500 millions, plus que 500 millions d'années de fossiles selon la datation séculaire. Et la colonne géologique, les fossiles, a été formée au cours de millions d'années. Voilà les rochers, chaque couche sédimentaire, c'est-à-dire mis en place par de l'eau et qui contient des milliards de fossiles partout dans le monde. Voilà la colonne. Et ça exige une vie éterne, certainement, voilà, 570 milliards d'années, millions d'années, et en tout, c'est une vie éterne, 4,6 milliards d'années de l'âge. Ça, c'est à peu près la datation moderne, séculaire. C'est évident que la mort existait avant l'apparition de l'homme, selon ce modèle. Et alors, on a un problème en tant que chrétien. Qui a raison? Est-ce que la colonne géologique nous dit la vérité du passé de notre Terre, de notre planète, de notre histoire humaine? Ou est-ce qu'il y a une autre? Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que Jésus, il a raison que l'homme et les femmes étaient là au commencement? Et si
si on accepte l'enseignement de la Bible, comment expliquer alors les fossiles? Voilà les questions qui sont devant nous ce soir. Alors, un diapo pour résumer le problème ici. Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'à 31. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le 6e jour. Alors, selon la Bible, l'homme et les dinosaures étaient créés au même temps. Mais voilà un dinosaure, Tyrannosaurus battant, et le sous-titre devant lui, c'est Tyrannosaurus Rex. Et le sous-titre devant lui, c'était 65 millions. Et il y a 65 millions d'années. Qui a raison? Dinosaures créés le 6e jour ou il y a des millions d'années? Voilà les questions devant nous. Et le point crucial pour les chrétiens, la Bible est-elle fiable? Parce que l'inhérence biblique requiert l'historicité des récits. Comme un ami, un homme m'a dit, si je peux pas faire confiance à la première page de la Bible, comment puis-je être sûr de la véracité du reste? Bonne question. Et nous allons considérer ce soir la question, y a-t-il des preuves scientifiques contre les millions d'années? Et je vais mettre devant vous les observations qui ne sont pas compatibles avec des millions d'années. Voilà le fossile de Tyrannosaurus bâtard. Et je vais vous mettre devant vous 3 lignes de preuves. D'abord, conservation des tissus mous et ADN des dinosaures. Qu'est-ce que c'est les tissus mous? Les vaisseaux sanguins flexibles. Voilà une photo des les cellules sanguines et les vaisseaux sanguins flexibles tirés d'un dinosaure. Et on retrouve aussi les protéines et l'ADN contenus dans les os de dinosaures. Et ils ne sont pas compatibles avec une datation ils sont compatibles avec une datation de milliers d'années et de ces fossiles, mais non avec les 65 plus millions d'années. Je vais vous montrer une petite vidéo. C'est en anglais, excusez-moi. C'est une interview avec Dr. Mary Schweitzer, qui était un vrai pionnier dans ce domaine de recherche. C'est elle, la photo que nous avons vue, c'est elle qui a découvert cela en 1982 pour sa thèse doctorale. Alors, elle va nous montrer le moment où elle a découvert les tissus mous dans les os qui n'étaient pas fossilisés dans les os de dinosaures. Regardons la vidéo. What happened next happened by mistake. Mary put some fragments of the bone in acid to dissolve away the outermost layer of mineral. But the acid worked too fast and all the mineral dissolved away. Being a fossil, there should have been nothing left. But there was, and it was elastic, like living tissue. This is the piece. No. She showed us video she took under the microscope. That's really what happened? Yes. That's the dinosaur bone? Without mineral now. That's what was left. It looked like the soft tissue she would have expected to find if it had been modern bone. This was impossible. This bone was 68 million years old. So you see this and you think, what? I didn't want to tell anybody. You'd be ridiculed, yes. Right? And so I said to my technician, okay, do it again. I don't believe it. And yet, in sample after sample, they were there. Things that looked suspiciously like flexible, transparent blood vessels. She finally mustered the courage to tell Jack. What happened? Alors, ce que vous avez vu dans le clip vidéo, c'est, alors, elle a poussé, elle a tiré les tissus mous qui étaient
dans les os des dinosaures qui n'étaient pas fossilisés. Alors, l'extérieur du fémur était tourné en rocher, en pierre, mais l'intérieur n'est pas fossilisé et on a découvert les tissus mous là-dedans. Voilà ce qu'il a dit. C'était exactement comme je voyais la coupe d'un os moderne. Mais bien entendu, je ne pouvais pas le croire. J'ai dit aux techniciens du laboratoire, en fait, ces os ont 65 millions d'années. Comment les cellules sanguines pourraient-elles subsister si longtemps? Voilà, le travail de Mary Schweitzer a été publié dans les meilleurs journaux scientifiques du monde, en anglais, Science, Nature, Bone. Alors, les journaux de qualité extrêmement haut. Et elle a été publiée, c'est réel, ce qu'elle a découvert. Ce n'est pas un artefact du measurement, c'est le vrai sang. Elle a fait expérience après expérience, à peu près plus que 20 fois, elle a fait des expériences pour montrer que les découvertes sont réelles. Alors, elle a publié d'autres papiers. Voilà les tissus mous d'une sélection de dinosaures. On a ici A et LP, un Tyrannosaurus rex daté selon le système séculaire de 65 jusqu'à 68 millions d'années. Ça, c'est ici. Et alors. Et un Triceratops qui est un peu plus jeune, 65 millions d'années, F jusqu'à K, Triceratops. Mais ici, c'est un Brachylophosaure, 78 millions d'années avant maintenant. Ça, c'est Q jusqu'à U. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous montrent les vaisseaux sanguins flexibles et des ostéocytes et des autres choses en commun, sans aucune différence. Alors, celui-là, il est soi-disant 65 millions d'années, celui-ci, il est 78 millions d'années, mais il a les mêmes tissus mous dedans. Il n'y a aucun changement dans les tissus mous. Un peu plus tard, il y avait des protéines qui étaient découvertes. Normalement, les protéines sont très fragiles, très petites molécules, beaucoup plus petites des cellules de sang. Et on a découvert les protéines collagène qui est partout dans les os. Et ces résultats indiquent que la préservation de plusieurs protéines collagène, actine, tubuline, FEX, histone est présente, etc., présente les preuves de la matière concordante avec la présence d'ADN dans les os des dinosaures. Alors, le demi-vie d'ADN s'est publié dans la littérature 140 000 ans. Mais voilà les protéines consistantes concordantes avec la présence d'ADN après 65 millions d'années. Les deux choses ne marchent pas ensemble. Et ça aussi, c'est publié. Cette fois, c'était une équipe anglaise qui a publié ça, Nature Communications 2015. Et aussi, il y a de plus dinosaures tissus mous. Voilà, dans cet exemplaire, cet échantillon, la peau de dinosaure était visible. La peau d'un dinosaure trouvé, cet article, le dinosaure était trouvé en Corée, South Korea, et la peau était visible avec une datation il y a 120 millions d'années auprès maintenant. Et voilà les soins de la peau suprêmes. Je me demande si cet dinosaure avait une crème fantastique pour préserver la peau. Je blague. OK. Alors, notre travail. La première partie de chaque thèse doctorale, normalement, on fait une literature search, c'est-à-dire on regarde tout ce qui avait été publié pendant les derniers 20, 30, 40 ans.
Et nous avons compté 86 publications dans la littérature scientifique depuis 1966 qui ont montré, qui ont présenté les résultats qui nous montrent le tissu mou. Nous avons publié cela, voilà, mon étudiant Dr. Brian Thomas et moi-même, Proteome of the Past, The Pursuit of Proteins in Paleontology. Et voilà, regarde, ici, un papier, 1968, deux papiers et un. Et maintenant, en 2017, c'est 7 papiers qui ont montré le tissu mou. Alors, c'est bien établi dans la littérature scientifique. Nous avons regardé où se trouvaient les tissus mous. Et la répartition géographique des tissus mous, ils ont trouvé partout. En Alaska, au Nord-Amérique, au Canada, au Sud-Amérique, en Europe, et au Proche-Orient, en Russie, en Chine, en Afrique, en Chine et le Sud. Alors, partout, le tissu mou. Et aussi, si nous regardons selon la datation séculaire, où se trouvaient les tissus mous, on peut regarder qu'ils sont trouvés pendant toute la colonne géologique, l'ère Crétace, jusqu'à 500 millions d'années, même avant la période de l'ère Cambrien, on a des publications ici, 2 publications qui nous montrent le tissu mou, la biochimie originale dans les fossiles. Alors, partout géographiquement et partout historiquement, les données indiquent la biochimie originale en toute la colonne géologique. Alors, les dinosaures sont ici, nous sommes spécialisés dans les dinosaures, mais les autres chercheurs, ils ont publié leur travail dans cette partie de la colonne géologique. Et ce dit une chose, à mon avis, c'est une preuve qu'ils étaient formés dans le même temps. On trouve les mêmes chimie, la même biochimie ici et pendant toute la colonne géologique. C'est une preuve qu'ils étaient formés en même temps. Voilà aussi nous avons aussi testé les os des dinosaures pour la collagène. Nous avons utilisé un système qui est appelé Second Harmonic Generation avec une laser. Nous pouvons examiner les molécules de collagène très facilement. Dans un os moderne, il y a pas mal de collagène, ça c'est absolument normal, mais dans un os d'un Triceratops, on peut marquer aussi la même espèce de signal, c'est-à-dire le collagène. Et nous avons publié ça en 2017. Et nous avons utilisé en tout 4 expériences, spectromètre de masse, Fourier Transform Infrared, Raman spectrométrie de Raman et Second Harmonic Generation, 4 expériences pour confirmer le collagène aux os paléolithiques, médiéval et moderne. Et c'était M. Kevin Anderson qui nous a donné l'échantillon de Triceratops qu'il a publié dans cet article ici. Voilà alors, conservation des tissus morts et ADN dans les dinosaures, ça ne va pas avec les millions d'années. Mais c'est une argumentation d'incrédulité. Voilà, je vais vous présenter une argumentation qui est basée sur la datation elle-même. Nous avons testé les os des dinosaures pour tester pour le carbone 14 dans les os des dinosaures. Et qu'est-ce que c'est la datation au carbone 14? Il marche comme ça. Un organisme, soit dinosaure, soit brebis, ou soit chien, ou quoi que ce soit, un organisme vivant, mort, ne consomme pas de nourriture, plus de nourriture, parce qu'il est mort. Le carbone se décompose sans être remplacé. Voilà un petit dessin ici. Le carbone 14, il y a carbone 12, carbone 13, carbone 14. Le carbone 14 est radioactif. Il change à azote 14. Et
Le demi-vie pour ce processus, c'est 5730 ans. Alors, le carbone-14 ne peut pas être mesuré au-delà de 100 000 ans. C'est la limite de détection, absolument maximum. Moins que ça, en effet. Et donc, s'il reste du carbone-14 dans un échantillon, il ne peut pas avoir plus de 100 000 ans. Et tout le monde est en accord avec ça. Voilà la réaction pour ceux qui aiment les réactions carbone-14 par un processus un flux d'électrons. Il change l'azote, il donne un électron et un antineutrino. OK. Si on trouve le carbone-14 dans un os, il ne peut pas être plus que 100 000 ans. Le carbone-14 se décompose pour moitié dans une période de, comme j'ai dit, 5730 ans, une période de demi-vie. Si les dinosaures se sont éteints il y a 60 millions d'années, on ne trouverait plus de traces de carbone-14. Mais il y en a. Voilà le grand os d'un dinosaure, un Tyrannosaurus. Et voilà un groupe aux États-Unis qui a mesuré dans les os des dinosaures trouvés aux USA, aussi en Belgique, Russie, en Chine, une quantité mesurable de carbone-14. Il ne peut pas avoir des millions d'années. Voilà les résultats de Montana jusqu'à Colorado et aussi Texas, ici. Voilà les datations. Nous, à l'Université de Liverpool, nous avons fait la même chose avec des autres échantillons. En notre expérience, nous avons choisi 6 os médiévales, c'est-à-dire 840 années avant maintenant, âge glacial, selon la datation séculaire, il y a à peu près 10 000 ans avant maintenant, Pléistocène, 20 000 ans, et les dinosaures, et nous avons testé les dinosaures, nous avons trouvé, encore une fois, la même datation que les collègues que nous avons fait aux États-Unis. Le pourcentage de carbone moderne, 90%, mais même dans les dinosaures, il y avait un petit pourcentage qui nous dit que ces os ne sont pas des millions d'années. Voilà une expérience que nous avons faite. Nous avons envoyé les os à un autre labo séculaire parce qu'on n'a pas la facilité de tester par carbone-14 dans notre labo. On a payé et on a envoyé les os. Ils ont fait toute l'expérience en même temps. Alors, avec tous les os, ici, on sait bien que les dates sont réelles et raisonnables. Et alors aussi, on pense que le pourcentage de carbone-14 mesuré dans les dinosaures prouve la même chose. Carbone-14 est présent, donc ces os, ils n'ont pas des millions d'années. Nous avons publié ça dans la thèse doctorale de Brian Thomas à l'Université de Liverpool 2019. OK. Pour faire un petit résumé, nous avons trouvé le tissu mou. Nous avons daté les os de dinosaures nous-mêmes et nous avons regardé les datations des autres. Nous avons trouvé la même chose. Nous avons fait les datations par 2 méthodes, collagène et apatite, bioapatite. On a trouvé un accord entre les dates. Ça ne dit pas, par exemple, que les dinosaures sont aussi vieux que ça. C'est un âge maximum, absolument maximum, mais il doit y avoir, ils sont moins que ça, et je pense aussi beaucoup moins que ça. C'est l'âge maximum de ces os. Alors, comment expliquer les fossiles? Un fossile est formé, les fossiles sont formés à suite d'un mort soudain et à un ensevelissement rapide. Une catastrophe, en effet. Les fossiles sont trouvés dans les couches sédimentaires, c'est-à-dire déposés par l'eau. Ils sont trouvés dans le monde entier. 95% des fossiles sont d'origine marine, par exemple les coquillages, et les autres, les algues, les points
et tous les vertébrés sont inclus dans les 0,01-2%, les poissons environ 1500 squelettes des dinosaures. Et regarde, ça c'est un fossile d'une méduse. Normalement, une méduse, il dégrade très vite dans la mer. Alors, pour avoir un fossile capturé dans l'os, il faut que ce soit un ensevelissement très, très rapide pour qu'il ne se dégrade pas. Il a changé en rocher maintenant, il est un fossile. Voilà le fossile d'une méduse. Mais ça nous parle, ce fossile nous parle de quelque chose qui est vite. Et ici, c'est aussi vite. Voilà un ichthyosaure maman, un ichthyosaure bébé. Et c'est l'accouchement d'un ichthyosaure qui était sur le point de donner, de mettre son bébé dans le monde. Elle était ensevelie par le sédiment et un fossile est formé tout de suite. Ce n'a pas un processus qui durait pour des milliers, même des dizaines d'années. C'est quelque chose qui était formé très vite, catastrophiquement, subitement, dans les rochers mis en place par l'eau. Et alors, la meilleure explication aux conclusions tirées de l'observation des fossiles est une inondation, un déluge à l'échelle planétaire qui a détruit les continents et leurs habitants. Et nous avons une narration par un témoin oculaire en Genèse chapitre 7. Le déluge de la Bible nous a donné les fossiles. Aussi, il faut dire qu'il existe des centaines d'histoires du déluge dans les civilisations du monde entier. Les Grecs, ils ont leur histoire. Les Chinois, ils ont leur histoire du déluge. Le vrai, c'est dans la Bible. Même les Indiens aux États-Unis et les aborigènes d'Australie, ils ont leurs histoires. Comment il y avait un déluge, Dieu, il a jugé le monde, un homme avec sa famille, avec les animaux, ils sont sauvés par un bateau. Alors, tous les 10 ou 8 fois de points de correspondance avec le vrai récit, qui est une récit oculaire, témoignage oculaire, qui a été trouvé dans la Bible. Et que dit la Bible? Quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire tout chair qui était sous le ciel à souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Genèse. Il y a quelques chrétiens qui pensaient que le déluge était un déluge local. Mais pourquoi alors Noé avait besoin d'une arche? Si c'est quelque chose de local, Dieu il a conseillé de Noé de déménager, pas de construire une arche énorme. Et en effet, Dieu dit à Noé, toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes de l'eau. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, ce qui arrive au jour de Noé arrivera, le déluge vint et les fit tous périr. L'apôtre Pierre a dit, le monde alors périt submergé par l'eau. Selon la Bible, le déluge était planétaire pour détruire la race humaine à cause de le péché à cette époque. Alors, les fossiles marines sont trouvés sur Everest. Voilà ici une photo tirée d'un journal ici par Sakai et al. 2005. Et Comalonga, ça c'est notre nom pour Everest, sédiments, c'est-à-dire mis en place par de l'eau, les rochers sédimentaires. Et voilà dessous un ammonite fossilisé, une créature marine trouvée sur Everest. Et on trouve pas seulement sur Everest, mais on trouve les grands cimetières d'os trouvés au Canada, en Chine, en Europe et aux États-Unis. Ils indiquent une mort catastrophique et brutale au rocher sédimentaire. Je vais vous donner un exemple de Canada. Voilà un cimetière de fossiles. Le reste fossilisé de plus que 2,5 km² des milliers de dinosaures. Centrosaurus. Et un centrosaure, c'est quelque chose à peu près 2 mètres de taille et 5 ou 6 mètres de longueur.
énorme et on a trouvé des milliers fossilisés. Alors le commentaire, l'échelle du carnage était incroyable. Oui, c'est vrai. Voilà un cimetière, un de plusieurs. On les a trouvés par tout le monde. Maintenant, un petit clip de Eric Hovin. Bienvenue à Une minute pour la création, je suis Eric Hovin. Y a-t-il réellement eu un déluge planétaire il y a 4400 ans? Les sceptiques prétendent que tout cela n'est qu'un mythe. Toutefois, il y a un nombre accablant de preuves qui indiquent que le déluge s'est vraiment produit. Plus de 270 cultures à travers le monde ont une légende d'un déluge. Les géologues ont trouvé des formes caractéristiques de grandes érosions tout autour de la Terre. Des veines de charbon traversent le globe de part en part, certaines faisant plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Au sommet du mont Everest, on trouve même des fossiles de palourdes. Quand une palourde meurt, elle se relâche et s'ouvre. Celles-là sont refermées et à plus de 700 km de la plage et à 9 km au-dessus du niveau de la mer. Y a-t-il donc eu un déluge global? À l'évidence, oui. Pourquoi ne viendriez-vous pas nous faire savoir ce que vous pensez à creationminute.com? Alors, ça vaut la peine de visiter le site. Pardon. Nous allons considérer la dernière preuve pour ce soir. Les observations ne sont pas compatibles avec les millions d'années. Nous avons considéré la conservation des tissus mous et aériens dans les dinosaures. Nous avons considéré le carbone 14 mesuré dans les os de dinosaures. Et maintenant, nous allons considérer brièvement les représentations et les connaissances des dinosaures dans l'Antiquité. Regarde, ça c'est un temple cambodgien datant de 1186 ans après Jésus-Christ, Taprom en Cambodge. Et si tu regardes les colons ici, tu peux regarder pas mal des animaux qui sont gravés dans la colonne. Et nous avons indiqué celui-là. Je vais vous montrer un peu plus large. C'est quoi ça, selon vous? À mon avis, c'est un dinosaure. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même conclusion. Pourquoi? Parce que le Stegosaurus lui-même, seul parmi les animaux, ils ont des trucs ici sur son dos. Il n'y a pas des autres animaux qui possèdent cela. Et on voit le Stegosaurus et les autres animaux, les singes et les bouffles et les autres ici. Et c'est évident que le monsieur qui a gravé cette sculpture ici dans le temple, il a regardé dans le jungle autour de lui, il a regardé un singe, il a sculpturé un singe. Il a regardé un bouffle, il a sculpturé ça. Il a regardé quoi? Il a regardé un Stegosaurus. Il lui a fait aussi. Voilà, ce n'est pas une preuve scientifique, mais c'est une preuve historique que les dinosaures et les hommes, ils étaient ensemble. Est-ce qu'il y avait des dinosaures en France? Je crois que oui. Si vous visitez les châteaux royaux de Blois, château de Chambourg, château Azé, le Rideau, on trouve les tapisseries et les squelettes, pas les squelettes, les gravures ici qui ressemblent les dinosaures. Et on trouve de telles sculptures et de tels dessins partout en Europe. Nous les avons aussi en Angleterre, il existe en Allemagne. Il me semble même jusqu'à l'âge médiéval, le moyen âge, il y avait des dinosaures qui étaient parmi les hommes. Il y a même une description d'un dinosaure dans la Bible. Alors, selon le livre de Job, écrit à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, voici le Behemoth. Behemoth, c'est grand bête en hébreu. Voici le Behemoth à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans ses muscles, son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres
de fer. Il est le premier dans les œuvres de Dieu. Tu peux lire le passage plus tard. Mais ça correspond avec la description des dinosaures le plus grand que tous. Le dinosaure le plus grand, il s'appelle Argentinosaurus, découvert en 1987 en Argentine, au Sud-Amérique. Il est herbivore. On sait ça par l'examination par le spectromètre de masse de ses os. Tu peux déterminer ce qu'il a mangé, c'est-à-dire soit la viande ou l'herbe. Il est herbivore. La structure des os, de sorte, alors les os dans le cou tube. Pourquoi? S'ils étaient solides, ils n'arrivaient pas à lever la tête parce que c'est si long. Et dans les fémurs ici, absolument solides comme de fer, très très dense, juste comme elle était décrite dans la Bible selon le livre de Job. Il avait une longueur de 39 mètres, une hauteur de 6,3 mètres et son poids plus que 90 tonnes, absolument énorme. Voilà, il est la première des œuvres de Dieu. OK, quelques conclusions avant de terminer. La Bible, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parle d'une terre relativement jeune et non des millions d'années, avec les morts et la souffrance avant l'homme. Cette idée n'est pas dans la Bible. Les dinosaures ont maintenant probablement disparu, c'est-à-dire devenir éteints, mais nous en avons des rapports écrits par des témoins oculaires dans l'Antiquité de leur présence. Alexandre le Grand, Marco Polo, il y a d'autres écrits dans des histoires de l'Empire romain, des dragons, les grands bêtes de l'histoire, Georges, Saint-Georges, qu'est-ce qu'il a tué, et ainsi de suite. On a des histoires comme ça partout. L'observation de dinosaures ne cadre pas avec une terre vieille de plusieurs millions d'années. Exemple, les cellules sanguines dans les os des dinosaures, les tissus mous des dinosaures, la datation au carbone 14 dans des os de dinosaures. Ça ne marche pas avec l'idée de millions d'années. La datation basée sur les observations, quand même, est cohérente avec la Bible. Une création ex nihilo, de rien, en 6 jours, il y a des milliers d'années. L'homme et les dinosaures ont vécu ensemble et un déluge planétaire au cours duquel, pour 1 an, au cours duquel les couches sédimentaires se sont déposées rapidement avec la formation des fossiles. Voilà pourquoi le tissu mou dans les dinosaures de soi-disant 65 millions d'années est le même que le tissu mou dans le 120 millions d'années, parce qu'ils sont mis en place le même an, c'est-à-dire sur la catastrophe du déluge de Noé. Alors, la conclusion pour les chrétiens, un chrétien pourrait croire sa Bible, c'est-à-dire selon Jésus et selon l'Ancien Testament, selon l'apôtre Paul, un chrétien pourrait croire sa Bible et, je dis, devrait croire ce que dit la Bible selon la volonté de son auteur divin. Il y a une dernière question. Peut-être vous me demandez, mais pourquoi les gens de nos jours, ils n'acceptent pas la Bible? Et dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament et dans le récit de l'arche de Noé, c'est un récit de jugement. C'était Dieu qui a agi en histoire pour juger le péché de l'homme. Et je mets devant vous, mes amis, que l'homme moderne ne veut pas penser au jugement de Dieu. Il ne veut pas considérer que nos péchés, son péché, sera jugé un jour. Alors, il ne veut pas faire face à cette évidence. Mais le message de la Bible, oui, il a un message de jugement, mais il y a aussi un message d'amour. Nous lisons chapitre 1 de Jean, l'évangile de Jean. Nous lisons d'un Dieu tout-puissant, un Dieu de jugement, bien sûr, un Dieu qui haït le péché, bien sûr, mais un Dieu qui veut nous sauver. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, aimez-le, il est un Dieu d'amour.
il aimait le monde, qu'il a donné son Fils unique, mort à la croix à notre place pour prendre le jugement que nous méritons. Voilà le message de l'amour de Dieu. Dieu, il va juger le péché, mais sur la croix, il a jugé le péché de ceux qui mettent la confiance en lui. Il a jugé le péché en Jésus, son Fils. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la définition d'un chrétien. Une chrétienne, quelqu'une qui croit, simplement croire en Jésus-Christ. La Bible nous promet de ne périr pas, mais d'avoir la vie éternelle. Voilà la fin de mon présentation. Je vais m'arrêter de partager. Merci de m'écouter et je suis prêt à essayer vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Steve. Je suis conscient que c'est une gageure de traiter cette question en si peu de temps, en plus en français. Chapeau et merci de ta participation. Je te laisse prendre connaissance quelques minutes de la douzaine de questions qui sont parvenues, un peu plus maintenant. Et on va essayer de les traiter dans la demi-heure qui suit. On ajoutera peut-être un peu de quelques minutes éventuellement pour pouvoir les traiter. Donc, au moins, je te laisse le temps de regarder un petit peu. Je vais les poser et tenter de les résumer. En tout cas, merci à tous pour votre participation, votre présence. Les questions sont pertinentes, elles sont nécessaires aussi, elles sont très légitimes. Donc, je suis content qu'on puisse avoir ce type de discussion. Et en entendant aussi, Steve, je réalise combien c'était une merveilleuse idée de te faire venir, parce que je vois combien il y a évidemment une matière intéressante à partager. Alors, l'une des questions qui vient, c'est d'où viennent les datations en millions d'années plutôt qu'en milliers d'années, telles que tu peux les avoir trouvées grâce au carbone 14. D'où ça vient? OK. J'essaie de mon mieux de m'expliquer. Il y a deux méthodes d'avoir... Voilà comment le monde est devenu si vieux. Alors, les géologiques du 19e siècle, ils ont remarqué les couches le taux de former les couches sédimentaires. Et actuellement, de nos jours, c'est normalement très, très lent. Mais on parle de la rapidité de la sédimentation, en fait. C'est ce que tu dis. La vitesse de sédimentation est très lente. Oui, la vitesse de sédimentation est très, très lente, normalement. Mais si on a des conditions catastrophiques, tu peux mettre sur place. La vitesse est augmentée énormément. Alors, normalement, nous regardons une falaise de rochers sédimentaires de 30 mètres, on pense 3000 ans ou 3 millions d'années, par exemple. Mais si tu as des conditions catastrophiques, la vitesse de sédimentation, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et en 1942, il y avait un volcan aux États-Unis, Mount St. Helens. On a compté en 2 jours, séparés par 2 ans, une falaise de 30 mètres de sédimentation. Absolument. Et les géologues étaient choqués par cela. Il y a d'autres exemples aussi. Mais voilà la première raison pourquoi les gens ils pensent que le monde est vieux, parce que la vitesse de sédimentation normale, il néglige, il ignore la catastrophe. Pour la datation des rochers dans les systèmes inorganiques, c'est aussi fait avec un spectromètre de masse. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un rocher et avec le spectromètre de masse, on mesure 2 éléments. Par exemple, le potassium et argon ou le uranium et le plomb. Et on fait 3 hypothèses pour arriver à la date. Et chaque hypothèse est incapable d'être prouvée. Alors, s'il y a une erreur dans la datation, une erreur dans la mesure par le spectromètre de masse est bon, très bon, mais si tu fais une erreur dans les hypothèses qui soulignent cette technique, là, il y a une erreur énorme. Et on a trouvé aussi des exemplaires
des volcans. Par exemple, au Nouvelle-Zélande, il y avait un volcan qui était observé par les estivants de sortir son lave, son basalte. Et lorsqu'on a testé le basalte, il avait une date de millions et de millions d'années. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème avec l'hypothèse qui souligne la technique de datation radiométrique. Alors, c'est une réponse en bref. Mais ça, c'est la raison pourquoi. Merci. Alors, une autre question qui est posée. Si j'ai bien compris, la datation au carbone 14 ne donne pas l'âge d'un animal, mais son âge maximal. Pouvez-vous détailler cela? OK, je peux détailler cela. Parce que si je peux vous donner un dia, je m'excuse. J'ai un dia ici aussi. Attention. OK, voilà. OK. Je vais partager mon écran encore. C'est OK? Oui. Tu peux le voir? Non? Pas encore. Pas encore, pardon. Share screen. OK. Ça marche? Tu peux voir ça? Oui, super. Et puis, OK. je comprends tout. Pardon, je vais bouger celui-là. OK. Voilà le carbon dating, mais c'est en anglais, OK? Les rayons cosmiques, ils produisent le carbone 14 dans l'atmosphère par un système de neutron capture. OK, voilà. Ici, la radiation cosmique. Il produit le carbone 14 ici. Et dans le passé, le niveau de radiation cosmique était beaucoup moins que maintenant. Et aussi parce que le champ magnétique de la Terre était beaucoup plus que maintenant. Ça, c'est aussi connu par les mesures que nous avons faites. Et si le flux cosmique de radiation est réduit, le niveau de carbone 14 est réduit. Et s'il y a quelque chose qui a vécu avant le déluge de Noé, qui a changé complètement l'atmosphère, et aussi, il y a ce changement, il y a aussi le changement de radiation cosmique, le flux de carbone 14 est beaucoup moins. Alors, les dinosaures, ils ont l'apparence même plus ancienne qu'ils ont. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est bien possible, et je crois que c'est vrai, que la datation des dinosaures que nous avons donnée de 30 ou 40 000 ans avant maintenant, c'est le maximum. En effet, ils étaient beaucoup réduits, beaucoup moins que cela. Merci beaucoup, Steve. Alors, retenez bien les équations qui vous sont proposées parce que ça fera partie des tests de la fin de la conférence. J'ai, n'est-ce pas, un grand sens de l'humour. Tu peux arrêter le partage d'écran. OK, bien sûr. Également, une autre question. Comment est-ce que l'on connaît la durée de vie des tissus mous? Parce qu'une partie de l'argumentation dépend qu'on puisse dire mais les tissus mous, ils ne devraient pas exister sur des millions d'années. Pourquoi? OK. Sorry. La question est... How do you know that soft tissues should be absent after millions of years? OK, bien sûr. OK. Ça, c'est pourquoi les gens étaient si choqués par l'évidence, les preuves qui étaient présentées par Mary Schweitzer. Parce que tout le monde connaît que si quelque chose est mort, il dégrade très, très vite ADN. Alors, lorsque nous serons morts et mis dans un tombeau dans la terre, normalement, c'est après quelques années seulement que notre chair, le tissu mou, c'est le chair, n'est-ce pas? Ils sont tous dégradés. C'est le même avec toutes sortes de choses. Et même de trouver le tissu mou après quelques 1000 ans, c'est surprenant, mais cela est arrivé avec les dinosaures. Mais de penser qu'il y avait des tissus mous pour 500 millions d'années, ce n'est pas croyable ça, parce que le tissu mou dégrade si vite. Et nous, en plus, nous avons fait une expérience avec le collagène acheté de nos jours et nous avons essayé de âger artificiellement le collagène pour déterminer le demi-vie. Et le demi-vie est beaucoup moins que
ce qui est nécessaire pour que le collagène soit préservé pour des millions d'années. Ok, super. Alors, une personne pose la question, est-ce qu'il existe une documentation, un livre sur les éléments que tu as présentés? J'ai mis dans le chat box l'article que j'ai écrit, mais sous ton regard technique. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu recommanderais? En français, il y a peu, pardon, mais en anglais, il y a pas mal. Il y a toute une littérature créationniste publiée par les scientifiques qui a des qualifications doctorales et ainsi de suite. Et je peux donner les liens après. Oui, super. Alors, on va changer un petit peu de sujet. On va parler maintenant des fossiles. Vous indiquez que les fossiles étaient présents sur l'Everest et qu'ils sont probablement dus à un déluge mondial. Mais quid de la tectonique des plaques et du phénomène de surréaction de l'Himalaya? Ne peut-elle pas expliquer ces fossiles? Oui, il y a certes, je ne suis pas contre ça. Le seul point que je fais, c'est que à une période, Everest était submergé. Et ça aussi, c'est choquant. Il y a aussi les fossiles dans les Alpes, il y a aussi les fossiles dans les autres montagnes hauts dans le monde. Et, OK, il est possible que tous les rochers étaient submergés une fois, mais il est aussi possible qu'il y avait une inondation mondiale. Et le fait qu'on trouve le tissu mou dans le même état de préservation en Chine qu'aux États-Unis, qu'en Afrique, qu'au Proche-Orient, ça me dit que la même catastrophe qui a donné le tissu mou là-bas a donné le tissu mou là-bas. Est-ce que c'est raisonnable? Merci. En tout cas, c'est une réponse à la question. Alors, si la datation géologique actuelle est fausse, comment expliquer l'extraordinaire cohérence des faunes de fossiles de chaque couche? Et pourquoi on ne trouve pas de mammouth à l'ère géologique du Crétacé ou un tyrannosaure au Trias? Manifestement, quelqu'un, le connaisseur, pose cette question. Mais on trouve, par exemple, au Hell Creek, en Montana, on trouve les fossiles de dinosaures avec les fossiles marins. Les fossiles comment? Il faudrait que tu Comment le répètes. expliquer ça? Les requins. De requins, ok. Les fossiles marins des requins. Sharks. Okay. On trouve les fossiles marins à côté des fossiles de dinosaures. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses comme ça. Dans les cimetières des os, on trouve toutes sortes des animaux qui ne vont pas ensemble selon le système évolutionniste, mais qui sont ensemble. Alors, on attend cela selon le point de vue biblique, mais pas du tout selon le point de vue évolutionniste. Et je peux vous donner des exemples pour que vous vérifiez toi-même à la fin. Mais est-ce que ça j'ai toutes les questions, Florent? Est-ce que ça répond à toutes les questions? Tu peux me... Non, il y en a encore des questions. Tu peux répondre... Non, la question que j'ai juste mentionnée. Non, ça va, OK. Super. Alors, ça pose aussi la question, pourquoi n'y a-t-il pas de fossiles d'hommes détruits pendant le déluge? Normalement, on trouve dans le colon géologique, la plupart, c'est les marines et les animaux stupides, si je peux le dire. Par exemple, les coquillages qui ne peuvent pas bouger, les choses comme ça qui étaient sur place et l'inondation de sédiments, tout mélangé, le boue et tout cela. Ils ont mis en place, et la plupart marines, les fossiles. Les animaux sont un peu plus sages ou un peu plus rusés, ils se échappaient. Et voilà pourquoi on trouve tant de pattes des dinosaures partout, en Suisse, aux États-Unis, partout dans les rochers, on trouve des milliers de pattes de dinosaures. Ils essaient d'échapper des inondations qui étaient autour de eux. Et l'animal le plus intelligent, pas un animal, c'est fait à l'image de Dieu, mais c'est nous. Et je crois que la plupart des hommes essayaient d'échapper les eaux des déluges qui ont continué pour 40 jours. Mais si on n'est pas fossilisé, on serait scavenged. Par exemple, si tu meurs, je vais expliquer en anglais. If you drown, you boat, you float, scavenged.
Si jamais vous vous noyez, vous allez flotter et puis ensuite vous allez gonfler et ensuite vous allez vous dissoudre, donc vous ne laisserez pas de traces. OK. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas découvert tous les fossiles. C'est bien possible qu'on va trouver des fossiles humains, mais on n'a pas déjà. Alors ça, c'est un argument qui est intéressant au regard de l'archéologie parce que très souvent, on a mis la Bible en défaut en disant on ne trouve pas trace de la civilisation hittite, donc la Bible est fausse, on ne trouve pas ça, on ne trouve pas ça. Et puis au fil du temps, et notamment avec les efforts et l'essor de l'archéologie au 19e puis au 20e siècle, on a trouvé énormément d'arguments en faveur de l'historicité du récit biblique. On peut faire l'hypothèse que certes, les questions, enfin, moi je suis impressionné que les tissus mous, c'est une histoire qui date de 1980, le début, et donc une quarantaine d'années, c'est pas énorme, et voilà où on en est. On peut imaginer que dans 40 ans, il y a aussi d'autres découvertes. Peut-être un jour, on trouvera un être humain aux côtés d'un dinosaure dans les fossiles. Ce serait assez extraordinaire, mais c'est évidemment aujourd'hui qu'une vue de l'esprit, on est d'accord que ça n'existe pas. Alors, une personne pose la question, ok, bon, pourquoi supposer une explication littérale alors que la Bible est pleine de métaphores et de paraboles? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de lire la Bible de façon littérale? Ou obligé, en tout cas, pourquoi vous le préconisez? OK, je crois que tu peux donner une réponse qui est mieux que la mienne, Florent, en tant que pasteur, mais mon avis, le livre de la Bible, il y a les poésies. Psaumes, c'est la poésie, par exemple. On ne prend pas la poésie littéralement. Il y a la prophétie et les symboles. On ne prend pas les parties symboliques, on prend comme les symboles. La plupart de la Bible sont les récits, les témoins oculaires des gens qui étaient là et ils ont regardé, par exemple, les miracles de Jésus. Et ils sont miraculeux. C'est un récit, les évangiles sont des récits historiques de la vie de Jésus. Et si on regarde en Genèse, on a la même chose, la même espèce, le même genre de littérature, c'est-à-dire l'histoire. Il y a d'autres indications dans l'hébreu. Par exemple, si tu as la narration dans l'hébreu, on a une formulation linguistique qui appelle le verbe consécutif. Et c'est plein de les verbes consécutifs dans le livre de Genèse 1, 2, 3, ainsi de suite. Et dans les autres livres historiques. Alors, Genèse a tous les marques d'être l'histoire vraie et fiable. Mais le texte qui est mal convaincu, Jésus, il est regardé comme ça. Lorsqu'ils ont posé des questions sur le mariage de Jésus, ils ont dit, lisez Genèse, en effet, homme, il a fait, Adam et Ève, il a fait homme et femme au commencement. Et comment Jésus, il a regardé en Genèse pour prouver ça. Point du mariage de ces jours. Et si Adam et Ève étaient un fable, une mythe, ils ne pouvaient pas faire ça. Voilà, alors merci beaucoup. Je viens de poster aussi une ressource possible avec Guillaume Bourrin. On s'est posé la question. Guillaume Bourrin est un spécialiste de l'Ancien Testament, c'est un collègue, un ami, et on a travaillé sur Genèse 1 à 3 au travers de 4 podcasts qui sont audio seulement, pas de vidéo, mais vous pourrez vous faire une idée un peu des arguments qui vont dans ce sens. Alors, les scientifiques nous parlent de l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon. Où est-ce qu'on le place dans notre réflexion et notre discussion? À mon avis, alors, je vais considérer ça demain, alors parce qu'on a des conférences chez ton église demain. Florent, nous allons considérer les dites hommes singes. Mais en bref, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des hommes, il y a des singes. Et tous les fossiles et toutes les preuves nous indiquent que homme ou singe, il n'y a pas des hommes singes. Il n'existe pas. Et c'est ça, en bref, c'est la réponse. Alors, Cro-Magnon, il était homme. Lucie, singe. Okay? On ne trouve pas quelque chose qui est soit homme ou soit singe. Et pour les Néandertals, tu regardes l'histoire des Néandertals dans la littérature scientifique. Au commencement, on a pensé, c'est-à-dire 1886, Rudolf Virchow, l'université de Jena, en Allemagne, il a pensé que c'est un homme. Mais c'était des autres scientifiques, Haeckel, qui ont pensé, oh non, c'est un homme singe.
il a influencé beaucoup de scientifiques. Mais maintenant, Néandertal était réétabli dans la famille humaine. Et la preuve que nous avons découverte pendant il y a 40 ans nous montre que Néandertal était humain comme un de nous. Et nous avons l'ADN de Néandertal dans l'ADN des autres Homo sapiens. Alors, il y a ça dans l'histoire des hommes singes. Et avec Néandertal, c'est très... tu peux tous les débats sur l'Internet. Merci beaucoup. Oui, ce sont des débats chauds et on se rend compte que c'est pas, les gens arrivent sur ces notions avec des idées préconçues et c'est ça qui détermine que tel angle sur une mâchoire fait partie de telle caractérisation. On se dit, wow, ouais. Alors, une autre question, pourquoi toutes les espèces de dinosaures ont disparu alors que les autres espèces ont survécu? Dans l'hypothèse où elles étaient autant des humains dans l'Antiquité. OK, sur la Bible, l'histoire est que il y avait une inondation et Noé, qui avait construit cette arche énorme, il a pris les exemplaires de toutes les familles des animaux sur la terre autour de lui. C'est-à-dire pas toutes les espèces, il était trop pour son arche, mais les familles. Par exemple, il y a beaucoup d'espèces de chiens, mais deux chiens, c'est le représentant de toute cette famille. 2 chiens, 2 chats, etc. Certainement, il était commandé, selon la Bible, de prendre les dinosaures avec lui. Il a pris les dinosaures, mais pas les plus grands, les plus vieux, de prendre, par exemple, les adolescents, les gens qui étaient mieux pour survivre après l'arche. Il avait les dinosaures avec lui sur l'arche, les autres animaux fossilisés. À la fin d'un an, l'arche a été ouverte et tous les animaux, et Noé et sa famille, ils ont commencé à repopuler la terre. Et les dinosaures, comme les autres animaux, ont reproduit selon les kinds, selon les espèces et développé. Et alors, jusqu'à le Moyen Âge, et comme beaucoup d'espèces, beaucoup d'exemplaires, l'homme, il a chassé, il a tué, il a menacé, et les espèces de dinosaures sont devenues éteintes. Et nous avons vu la même chose avec le dodo, avec les autres animaux qui étaient autrefois avec nous, mais maintenant ne sont pas à cause de l'homme qui a tué et qui a rendu éteint les espèces. En bref, ça c'est la réponse. Alors, on a 2 questions, une assez importante en fait, que je garde en numéro 2. Mais selon les dernières études sérieuses, c'est la présence du fer en quantité qui aurait permis au tissu mou de se conserver. Tu connais cette idée? Oui, l'idée ne marche. Est-ce que tu peux expliquer en anglais pour que je saisisse la question? According to serious studies, it is the presence of iron that has kept the soft tissues alive and kept them for us to observe. OK, je comprends maintenant. C'est vrai, il y a un vif débat dans la littérature scientifique entre les scientifiques qui croient à l'échelle séculaire, c'est-à-dire ils croient sur les milliers de milliers d'années. Je n'y crois pas moi, mais... Sur les millions et millions d'années. Millions et millions d'années, pardon. Il y a un vif débat entre les scientifiques parce qu'il y a eux, comme Mary Schweitzer, qui dit « Tiens, c'est exactement comme un os moderne. Comment le vésicule sanguin et les bouts de sang ont été préservés si longtemps? » Et ils cherchent une explication chimique d'expliquer comment cela peut arriver. Il n'y en a pas qui peut expliquer ça à ce moment. Je crois que la réponse avec le fer a été nié maintenant, déprouvé. Ça ne marche pas. Ça a été démonté comme argument. Démonté. Et il n'y a pas une explication qui peut expliquer comment, voilà pourquoi ils ont cherché d'autres explications après le fer pour expliquer la même chose. Parce que l'idée des molécules de fer qui peut préserver le tissu mou pour des millions d'années ne marche pas. Par contre, il y a d'autres scientifiques qui nient la présence de tissu mou, malgré le fait qu'on a fait des 25 expériences pour prouver le tissu mou.
Et c'est vraiment bizarre, c'est vraiment chiant. Il y a une vraie difficulté entre les deux. Mais le fait d'expliquer toutes les données, c'est que c'est l'âge pas si grand. Si l'âge n'est pas si grand qu'il pense, le problème n'est pas là. OK, merci. Alors, l'un des arguments sérieux à l'encontre de l'échelle de temps que tu as évoquée, c'est l'échelle de temps utilisée en astrophysique. Comment concilier une Terre jeune avec les milliards d'années du voyage des photons d'une planète, ou pas d'une planète, mais d'une étoile ou d'une galaxie vers nous? Première question à la personne qui a posé cette question. Est-ce qu'une lumière d'année, est-ce que c'est une mesure de distance ou de temps? Si tu réfléchis à ça, tu dois admettre que la lumière d'année, c'est une mesure de distance. Alors, et ce n'est pas une mesure de temps per se. Par exemple, si la vitesse de lumière a changé, alors le temps est beaucoup changé. Et ce qui est présenté devant nous dans la Genèse, c'est une création miraculeuse, mais aussi mûre. Par exemple, Adam, il a été créé selon Genèse, jour 6. Mais il n'était pas un petit bébé, jour 6. Il était un homme de 30 ans apparemment. Alors, il était créé avec une apparence de l'âge grâce au fait que la création était mûre. Et aussi, lorsqu'il a regardé la lune et le soleil et les étoiles, selon la Bible, créée il y a 2 jours avant lui, il a vu les choses. Et alors, ça nous dit que, à mon avis, mon interprétation, c'est que l'univers a été créé en un train de marche, créé mûr, alors avec la lumière des étoiles qui étaient là, en place, lorsque la création miraculeuse de Dieu. OK, merci beaucoup. Je vais continuer avec quelques questions et puis on arrivera sur la fin de notre conférence. Il y a une question qui est posée. La datation au carbone 14 est une règle de 3. Se basant sur les proportions actuelles entre le carbone 14 et le carbone 12. Mais il me semble qu'on ne peut pas savoir s'il y a des milliers ou des millions d'années. Les conditions atmosphériques étaient identiques à celles d'aujourd'hui. Donc, les scientifiques ne se trompent-ils pas en disant que les proportions de carbone 14 sur le carbone 12 n'ont pas changé pendant des millions d'années? Would you like me to rephrase it in English? Yeah, please. Carbon 14 dating is a rule of 3. I mean, you know how a proportional rule based on the current proportions between carbon 14 and carbon 12. But it seems to me that one cannot know that thousands or millions of years are considered since the atmospheric conditions were identical to ours today. So if can scientists be around, in the wrong when they say that the proportions of C14 to C12 have not changed over millions of years? En bref, oui. Yes, they can. Et cela aussi a des implications pour le débat sur le chauffement du climat. Parce qu'une hypothèse de cela, oui, c'est une hypothèse pour cela, c'est que l'atmosphère et les niveaux de carbone dioxyde est en équilibre. Mais c'est une hypothèse. Et ça dépend aussi sur le temps de l'âge de la Terre, l'âge de l'atmosphère. Et je suis en accord avec l'implication de cette question. C'est que c'est une hypothèse seulement, pas prouvée, que le niveau de carbone dioxyde était le même maintenant qu'auparavant. Alors ça, la question du réchauffement climatique et de son lien aux hypothèses originelles est vraiment intéressant. Malheureusement, ça dépasse un peu le cadre de notre soirée. Mais je me dis, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui sur cette notion que ce serait intéressant de l'aborder, mais ce sera pour une autre soirée. De quelle façon l'eau peut permettre un ensevelissement par la terre
une méduse, par exemple, elle est déjà sous l'eau, comment est-ce que c'est possible qu'elle soit recouverte de terre brutalement? Selon la Bible, nous avons vu des tsunamis de nos jours. Il y a une tsunami en 2004, 2003, 2004. 250 000 morts de nos jours. Nous avons vu ça. La puissance énorme par une vague comme ça. Et imaginez-vous dans la catastrophe du déluge qui a continué pour un an. Je suppose il y a des tsunamis après tsunami après tsunami parce qu'il y avait l'activité volcane, il y a une inondation du ciel, il y a tout cela et même le mouvement des plaques tectoniques en même temps. C'est absolument catastrophique. Et comme ça, on peut imaginer le petit méduse et avec une tonne de sédiments, bang. C'est ça. C'est simple. C'est quelque chose comme ça, brutal, catastrophique et subite qui a formé les fossiles. Et on peut même voir les arbres qui dépassent 2 ou 3 mètres de rochers sédimentaires. Alors, selon le système séculaire, un arbre comme ça, il est dans le même push, mais nous avons vu des arbres polystrate qui dépassent beaucoup de traces. Vous avez un scientifique chez vous, Guy Berthaud. Je crois qu'il a étudié à l'Université de Paris ou en Paris. Et lui, il a fait des recherches fantastiques qui peuvent prouver que la sédimentation n'est pas normale, n'est pas dans les systèmes, dans les vagues catastrophiques. La sédimentation peut procéder comme ça et pas comme ça. Alors, Guy Berthaud, son travail est publié. Il est en accord avec moi que la Terre était jeune et on peut expliquer les couches de roches sédimentaires dans une façon catastrophique. OK. Merci. Alors, je vais juste relever par rapport à une question. Aucun scientifique ne date des espèces fossiles de plus de 50 000 ans avec le carbone 14, car les résidus sont trop faibles pour les dater précisément. Mais toi, tu dis les résidus sont suffisants pour les dater précisément. Il y a suffisamment de carbone 14 pour les dater. Oui, absolument, absolument. Ici, c'est mon expertise, n'est-ce pas, la spectrométrie de masse. Si tu regardes dans la littérature, tu peux noter qu'il y avait un limite de détection plus que 70 000 ans avant before present. OK? Alors, le niveau que nous avons... Oui, before present, BP. Alors, le niveau que nous avons, oui, à nous, mais les autres ont mesuré aussi, c'est beaucoup plus que le niveau de détection, limité de détection des spectromètres de masse. Les accélérateurs spectromètres de masse, AMS, les grandes machines, accélérateurs linéaires, il peut arriver beaucoup plus sensible que 50 000 ans avant maintenant. Et nous sommes en avance de ça avec les fossiles des dinosaures. Okay. Ce n'est pas une question de limiter, pas du tout. Merci. Donc, on est bien d'accord, ce ne sont pas les fossiles qui sont directement datés au carbone 14, ce sont les tissus mous qui sont à l'intérieur de ces fossiles et une fois qu'on a retiré les éléments de sédimentation. Écoute, je voudrais terminer avec cette question. Quel est le lien entre Adam et Jésus et en quoi cette conversation concerne la foi aujourd'hui? Quel est le lien entre Adam et Jésus? Pourquoi c'est important qu'on en parle? Et qu'est-ce que ça change pour la foi? C'est essentiel que le chrétien croit sur Adam comme un homme littéral, réel, et nous sommes tous descendants de lui. Il est le père de notre race humaine. Voilà pourquoi le racisme, c'est stupide, parce que un homme noir, une femme chinoise qui a différentes couleurs que ma peau, nous sommes dans la même famille, frères et sœurs qui sont venus d'Adam, notre chef. Il est le chef, la tête de notre race humaine. Voilà l'enseignement de la Bible. Ce qui est arrivé à Adam, Dieu lui a donné
un commandement, il a désobéi. À cause de ça, il a plongé toute la race dans la ruine. La mort est venue, la souffrance, la peine, la douleur, le cancer, toutes ces choses mauvaises qui sont arrivées grâce au péché d'Adam, qui a perdu le match pour son équipe, la race humaine. Mais il y a un dernier Adam. Il est Jésus-Christ. Et lui, il n'a jamais péché. Aucune faute dans sa vie, ni de bouche, ni de pensée, ni des actions. Il était parfait parce qu'il était Dieu en même temps que l'homme. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui tous les péchés de son peuple sur lui. Et maintenant, je suis né en Adam, perdu, mais le moment que je mets ma confiance en Jésus, je suis transféré dans une autre équipe, l'équipe de Jésus. Adam, il a perdu le match pour son équipe, mais Jésus, il a gagné le match pour son équipe. Et si je mets ma confiance en Jésus, lui qui est mort à la croix pour mon péché, et ressuscité le troisième jour, il a battu le péché et la mort le même week-end, ok? Il a fait ça, alors je peux entrer au ciel grâce à Jésus. Je suis perdu en Adam, je suis sauvé en Jésus. Et tout le système de l'Évangile est basé sur Adam et Ève. Si tu enlèves Adam et Ève et tu remplaces par un homme singe ou quoi que ce soit, tout le système de l'Évangile, à mon avis, commence à se fondre. Mais Jésus, il a cru en Adam, apôtre Pierre, apôtre Paul. Le Nouveau Testament fait référence à Adam parce qu'il était réel. Et cela explique la situation de nos jours, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la création est si belle autour de vous. Vous habitez en France, le meilleur pays du monde pour toutes les choses que vous avez, la nourriture, les Alpes, la mer, les plages. Vous habitez un très, très bel pays. Mais malgré le fait que le monde est bel, le monde est beau, il y a le péché. Et c'est le péché qui est le problème. Et c'est le péché que Jésus a résolu pour nous. Voilà, c'est une réponse un peu longue, mais quand vous dites, je suis enthousiaste de croire la Bible comme il est écrit et selon l'auteur divin. Merci beaucoup, Steve. Écoute, c'est vraiment formidable. Et bien sûr, on discerne non seulement l'homme de science, mais aussi l'homme de foi. Vis-à-vis de ces conséquences, je vous encourage à lire. Alors, c'est Kossu, c'est un chercheur au CNRS. La société pure, de Darwin à Hitler, de André Pichot. C'est un universitaire qui s'est intéressé sur la manière dont la politique s'est parfois saisie de l'évolutionnisme, avec tous les drames que l'on connaît du XXe siècle. Et je pense que c'est un ouvrage qui mérite la lecture. Il fait froid dans le dos, les citations sont abondantes. Maintenant, c'est quand même assez exigeant comme lecture, donc ce n'est pas à lire dans le métro. Mais beaucoup mieux, je vous encouragerais à lire ou découvrir un évangile, par exemple l'évangile de Jean. C'est une belle découverte de la personne de Christ. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous sommes le fruit d'un amour et d'une intention de Dieu. Et découvrir cette intention à notre égard, c'est touchant, c'est bouleversant. Je n'ai pas eu le privilège de le connaître quand j'étais jeune, je l'ai découvert un peu sur le tard. Et c'est vraiment aussi là-dessus qu'on voudrait vous laisser cet encouragement. Et puis, je suis conscient qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Et donc, Steve, il va falloir qu'on te réinvite pour d'autres conférences plus tard. On note les questions qui n'ont pas pu être abordées ce soir. On essaiera de les développer à une autre intervention. Merci beaucoup à tous et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, on vous souhaite un bon week-end et puis surtout que ça suscite un bon chemin de réflexion sur ces questions.